C'est le programme d'ITV, c'est parti pour cette édition du soir, les titres. Plus de 300 combattants du MFDC ont déposé les armes après une série de médiations et de signatures d'accords. Le coordinateur de Dynamique de paix exprime sa satisfaction et invite les autres fronts à suivre la dynamique pour une paix définitive en Casamance. Les habitants de Kermassamba Gueye refusent toute idée de rattachement de leur village à la ville de Thiès. Selon eux, la récente visite du maire Babacar Diop laisse redouter ce scénario, une situation qu'ils jugent inacceptable. Conférence internationale sur l'innovation diagnostique. Les acteurs de la santé veulent renforcer l'écosystème du diagnostic en Afrique et des solutions innovantes capables d'améliorer la santé publique sur le continent africain. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Comment renforcer l'accès à des outils de diagnostic fiables et adaptés aux réalités africaines? Cette question était au cœur de la conférence internationale sur l'innovation diagnostique en Afrique subsaharienne, organisée à Dakar. L'Institut Pasteur, experts, partenaires techniques, décideurs ont d'ailleurs échangé sur des solutions innovantes capables d'améliorer la santé publique sur le continent. L'objectif et de renforcer l'écosystème du diagnostic en Afrique grâce au partage des connaissances et à une vision commune des enjeux. C'est ce que nous disent Elisabeth Grastine et Moussa Dia dans ce compte rendu. La conférence internationale sur l'innovation diagnostique en Afrique subsaharienne constitue un cadre de partage d'expériences autour des outils de diagnostic les plus performants. Selon l'administrateur général de l'Institut Pasteur de Dakar, cette rencontre représente une opportunité de renforcer la collaboration entre les différents acteurs du secteur. Donc aujourd'hui, nous avons plusieurs chercheurs de pays africains, de pays européens et d'ailleurs qui sont venus partager leurs expériences. Et notre attente est que ces expériences puissent être mises à l'échelle pour que nous puissions avoir les outils de diagnostic les plus performants au niveau le plus périphérique de nos systèmes de santé. Parce que les problèmes de santé sont répartis partout dans nos pays. Il n'est pas question d'avoir des outils performants au niveau des capitales et au niveau des zones les plus périphériques qu'on ne puisse pas faire avec les diagnostics qu'il faut. Plusieurs défis restent encore à relever afin de garantir une innovation et un diagnostic efficace en Afrique. Quand on parle d'innovation, le premier pilier, c'est les ressources humaines. Donc c'est un investissement à long terme qui permet de préparer des étudiants en formation, des professionnels de santé à développer donc de nouveaux outils. C'est la recherche et le développement. Ça demande du savoir-faire. Le deuxième élément, c'est l'infrastructure qu'il faut pour créer cet écosystème de recherche et développement, pour avoir de nouveaux outils de diagnostic, de nouveaux médicaments, de nouveaux vaccins, etc. Donc ça demande de l'investissement aussi. Et la décentralisation donc, des systèmes de santé. Cela demande un engagement politique de très haut niveau dans tous ces pays africains. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale salue cette initiative. Il espère qu'elle contribuera à l'émergence d'une vision commune autour de l'innovation diagnostique au service de la santé publique en Afrique. Maintenant, nous saluons vraiment la présence de délégations qui sont venues d'Afrique, d'autres pays africains, des délégations qui sont venues de l'Europe, pour un échange autour d'un certain nombre de projets de recherche qui ont été primés dans le cadre d'un appui que l'Union européenne a apporté. Ça permettra d'échanger l'expertise, ça permettra d'échanger les expériences, mais ça permettra de construire une vision commune autour de l'innovation diagnostique et comment cette innovation diagnostique peut être mise au service de la santé publique dans les pays africains. Cette conférence vise à renforcer l'écosystème du diagnostic en Afrique à travers le partage des connaissances entre les principales parties prenantes. En Casamance, plus de 300 combattants ont déposé les armes et ont quitté les rangs du MFDC après une série de médiations et des signatures d'accords. Rindeki, coordinateur de Dynamique de paix, exprime sa satisfaction et invite les autres fronts
les autres fois encore réticents à suivre la dynamique pour une paix définitive en Casamance. Henri Ndeki est ici au micro de Seydou Diatta. Permettez-moi de dire merci aux deux acteurs clés, les responsables du MFDC, mais aussi à l'État. Pourquoi les remercier? Parce que tout simplement, les deux parties ont compris que la population a souffert. Et ils ont décidé d'aller aux négociations. Nous les encourageons à parachever leur volonté. Si on parle aujourd'hui de Diakaï comme cas d'école, il faut se dire que ce processus a été un processus endogène. Et d'ailleurs qui a surpris beaucoup d'analyses ou bien etc. De dire que de choisir un médiateur qui est local, en ma personne, de choisir la société civile pour accompagner le processus. Et le 20 juin 2021 et le 13 mai 2023, un accord de paix a été signé. Et signé où? À côté de la base des combattants de Diakaï, en Mongon, pratiquement dans la commune de Djignaki, avec plus de 2000 personnes qui ont regagné cette zone pour aller assister à ce moment important de dépôt des armes et la signature des accords. Les combattants qui sont sortis sont au nombre de 255. Et ça dépasse aujourd'hui parce que nous avons 70 qui sont sortis après, qui sont à la liste d'attente pour que l'État puisse les enrôler. Donc ça veut dire que nous sommes au-delà de 250 combattants. Donc pour nous, l'État a compris qu'il faut écouter, qu'il faut parler avec eux. Ce sont des personnes qui, à un moment donné, ont cru à quelque chose. Discuter avec eux. On peut arriver à la signature des accords avec les autres fronts. Tous les acteurs doivent être impliqués. On a déjà écouté la population de Ziguinchor. Nous avons écouté Bignona. Mais nous allons écouter en novembre prochain les populations de Sédhiou et les populations de Kolda sur les enjeux et les perspectives du conflit en Casamance. Parce que pour nous, 42 ans, ça suffit. Et c'est pour cela qu'il faut que tous les acteurs se mobilisent pour que novembre soit aussi une journée phare pour le Sénégal. Question impactée par l'autoroute à péage et déplacée à Touraoune-Peul vit un véritable calvaire. Ces résidents de la cité Apix dénoncent le morcellement, mais également la vente des espaces verts dans la cité. Les déplacés réclament également leur titre de propriété 15 ans après. Papa Karsé. Les résidents de la cité Apex à Touraoune-Peul n'ont toujours pas reçu leur titre de propriété. Ils dénoncent des baux délivrés à des personnes étrangères au projet. Que les populations déplacées puissent enfin disposer de leur titre de propriété tant promis. Ces titres, quels sont-ils? Ce sont des droits de superficie qui leur doivent être octroyés en bonne et due forme pour leur permettre ainsi de pouvoir disposer de leurs droits réels sur ces terrains qu'ils ont depuis plus de 15 ans sans pouvoir aujourd'hui prétendre les posséder légalement. Qu'est-ce que nous exigeons du Sénégal? Ce que nous exigeons simplement, c'est que ces titres-là, aujourd'hui brandis par des personnes étrangères au projet initial, qui en fait aujourd'hui donc viennent menacer la population, que ces titres-là soient annulés. Qu'est-ce que nous exigeons de l'État du Sénégal? Nous exigeons simplement, véritablement, que la vocation première de ce site, qui est donc de permettre aux populations déplacées d'avoir un cadre de vie assaini, un cadre de vie, n'est-ce pas, donc complètement urbanisé, que ce cadre-là soit respecté. Les habitants déplorent l'arrestation de 2 jeunes de la cité Apex qui, selon eux, n'ont fait que protéger leurs biens. Mohamed Kandji pour les nommer et Babacar Ndiaye. Depuis mardi passé, ils sont en train de croupir dans les prisons de l'État du Sénégal. Quel paradoxe! Ils ont été arrêtés de façon indue. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour être arrêtés? Simplement, ils ont fait de la veille citoyenne. Ce que l'État aurait dû faire, veiller sur ce site, ces jeunes-là ont essayé de le faire à la place de l'État. Pour préserver ce plan d'action de réinstallation, pour préserver ce document que l'État du Sénégal a élaboré, pour préserver la viabilité du site, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ces personnes-là, ces voyants jeunes, ont été arrêtés. Chaque nuit passée en prison est une nuit de trop passée en prison. Donc sa population exige, demande leur libération immédiate et par conséquent donc de leur permettre de trouver leur famille en toute quiétude. Pour rappel, les résidents de la cité Apex déplacés de Diamaguène, Sicap Mbao et de Pikine Guinaw Rail sont des impactés de l'autoroute à péage. C'est qu'à Touba, le mouvement Art Sunu Komkom réclame de son côté la libération immédiate et sans condition
du patron de l'OFCAFRIC. Il s'agit bien sûr de Khadim Ba, en prison depuis plus de 12 mois. Commerçant importateur de la cité sainte de Touba déplore la détention de l'homme d'affaires qui, selon eux, a beaucoup contribué dans la bonne marche du pays. Les membres du mouvement Arsenu Komkom invitent le chef de l'État à prendre en charge ce dossier. Gorndaklo et Mokhtar Seck. Les commerçants affiliés au mouvement Arsenu Komkom de Touba déplorent l'inertie de l'État du Sénégal face à la situation de l'homme d'affaires Khadim Ba détenu en prison depuis des mois. Une situation qui pousse les commerçants de la cité sainte de Touba à élever la voix pour réclamer la libération immédiate du patron de l'OFCAFRIC. Khadim Ba est un des nôtres. Il a toujours soutenu les commerçants de Touba. Tout le monde sait qu'actuellement, les taxes douanières sont très chères et Khadim assistait les importateurs de Touba. Le secteur informel de la cité sainte suffoque en ce moment. Depuis la détention de Khadim Ba, les affaires ne bougent plus. Nous n'avons que le commerce. Nous sommes des jeunes qui veulent rester et réussir dans ce pays. Mais le climat social est très tendu. Khadim était derrière nous pour nous accompagner. Et sa détention a paralysé le secteur du commerce à Touba. Ainsi, les membres du mouvement Arsenu Komkom invitent le chef de l'État et le ministre de l'économie et des finances à réagir face à la détention jugée illégale de Khadim Ba. Ça, ce n'est plus de la politique, mais plutôt de la haine, car le dossier Khadim Ba est clair comme l'eau de roche. Il doit être libéré sans condition. Face à la presse, le mouvement Arsenu Komkom de Touba alerte et met en garde l'autorité judiciaire sur les conditions de détention de Khadim Ba. Elle est également la libération de Pape Malick Ndour. Pour ces dernières, le coordinateur de la cellule des cadres de l'Alliance pour la République est un otage politique. Aïssata Tall Sall et compagnie veulent désormais également descendre sur le terrain à travers les mobilisations pour faire face au régime. Aïssata Tall Sall, député à l'Assemblée nationale, et Bamba Fall, maire de la commune de Médina, sont ici au micro de Barazan. On est un des groupes de l'opposition, le seul groupe parlementaire de l'opposition. Yalla xamni donte président Macky Sall moy suñu président quoi. Nous sommes le seul groupe parlementaire de l'opposition, même si c'est Macky Sall qui est le leader de notre coalition. Avant de prendre une décision, nous essayons d'abord de nous aligner à la position du FDR. Pour nous, c'est très important. Maintenant, je le dis ici, assez des communiqués. Nous devons descendre sur le terrain. Je prends moi-même l'engagement que lors des premières tournées du FDR, je pourrai recevoir le FDR à Podor. Il faut que l'on descende sur le terrain. Aïssata Tall, je suis volontaire. Les tournées nationales, commencez len ko Podor, man ma len di accueillir. An len dem, bo len d'accord tatu len yeen jigen ñi. Réumi. Dans ce pays, on ne comprend finalement plus ce qui se passe. Tantôt, c'est les 5 milliards destinés aux manifestants. Tantôt, ce sont les 8 milliards destinés aux populations de Bakel. Tantôt, 100 milliards pour Touba. Au final, on ne sait plus où va cet argent. Les gens vont rendre compte. Je n'ai pas encore oublié le scandale de laser. On parle de 37 milliards. Il faut véritablement mettre fin à cela. Nous ne pouvons pas comprendre. Avant leur arrivée, ils ont accusé les dignitaires de l'ancien régime de tous les noms. Et aujourd'hui, après plusieurs mois de détention, les libérer. Et semences, notamment ceux d'arachide, mais également de nombreuses zones d'ombre qui entourent les fonds de l'électrification rurale, notamment l'affaire dite désormais Azer. Le président du mouvement Arsenu Momel hausse le ton
Bassirou Ba dresse un bilan sévère des nouvelles autorités en 2 ans de gouvernance. Selon lui, plusieurs promesses n'ont pas été tenues. Il exige des audits et craint également une campagne agricole compromise par l'inertie, dit-il, de l'État. Bassirou Ba est le président du mouvement Aar Sunu Momey, des tissus micro de Sékou Diallo et d'Astombaye. Mangi Sakku 2024. Nous exigeons des audits pour tous les budgets alloués à l'agriculture de 2024 à 2026. Certains villages n'ont presque pas reçu de semences l'année dernière ou n'ont obtenu qu'une infime partie de leur quota. Nous réclamons toute la lumière sur ces dysfonctionnements. Si les autorités ne répondent pas à cette requête, ce sera un aveu d'échec. Ces nouvelles autorités nous ont vendu le Jubul Jubanti, droiture, équité, transparence. Mais force est de constater que c'est devenu du Youm, l'erreur. Nous sommes aujourd'hui tous conscients que nous nous sommes trompés dans notre choix. Loin du Jubanti, redressement, nous assistons à des polémiques autour de milliards de francs CFA sans aucune réaction ni clarification de la part du gouvernement. Ce que nous ne pouvons pas tolérer. Nous entendons parler de milliards pour l'électrification rurale et le matériel agricole, mais sur le terrain, rien ne bouge. C'est un véritable échec. Par exemple, l'affaire des 37 milliards de l'ASER, Agence sénégalaise d'électrification rurale, aurait pu permettre d'électrifier entièrement 3 régions ou de financer massivement l'achat de matériel agricole. Aujourd'hui, on nous parle fièrement de 500 villages électrifiés. C'est insignifiant. La saison des pluies a déjà démarré et jusqu'à présent, de nombreux agriculteurs n'ont toujours pas reçu leur semence. Il faut qu'il y ait raison à ces représentants. Le Keur Massamba Gueye refuse toute idée de rattachement de leur village à la ville de Thiès. Selon eux, c'est une situation inacceptable. Ils estiment que la récente visite du maire de Thiès, Babacar Diop, est une laisse redouter ce scénario. Je vous propose de suivre ce compte rendu signé Isidore Alexandre Sen et Sambafal. Abdoulaye fait partie des centaines de populations du village de Keur Massamba Gueye qui fustigent la démarche du maire de la ville de Thiès. Néna Babacar Diop, chef du village néna dalaa dégg nga ñëw Keur Massamba Gueye di wax ci Keur Massamba Gueye te néna defoo li la sariya sant te defoo tamit cër boo xamante ni fekk nga ay nit ak mbokkam ndax nee na kër boo fay ñëw da ngay jaar ca buntu ba. C'était parti d'une visite de Babacar Diop à Keur Massamba Gueye, visite qui sonne comme une volonté de rattacher cette partie de Fandène dans le territoire de la ville. Qui veut être l'occasion pour le maire de la ville de Thiès de saucissonner Fandène, d'en faire une expansion territoriale et de profiter de la réserve foncière qui est la seule existante actuellement dans l'agglomération de Thiès. Ici, les populations se sentent à l'aise. Nous sommes ici pour alerter le président de la République, pour lui dire qu'il commettrait une lourde faute s'il écoute ceux qui soufflent dans son oreille, pour lui conseiller de saucissonner Fandène et leur donner la part la plus belle. Fandène est habité par des Sénégalais à part entière et non des Sénégalais entièrement à part. Nous ne sommes pas la banlieue de Thiès. Fandène n'est pas la banlieue de Thiès. Fandène n'est pas la périphérie de Thiès. Fandène, c'est toute une histoire, c'est toute une culture, c'est toute une diversité ethnique et sociale. Pour rappel, il y a 2 semaines, Dr Babacar Diop a effectué une visite dans le village de Keur Massamba Gueye, une descente que d'aucuns qualifient d'une volonté du maire de rattacher Keur Massamba Gueye jusque-là dans la commune de Fandène, au territoire de la ville de Thiès. Après la nomination de Maître Moussa Sarr à la tête du département de la justice, la coordination communale de la coalition Diomaye Président à Tchombi formule ou lance son plaidoyer pour notamment l'avenir de la localité. Les membres de la coalition Diomaye Président qui également mettent le doigt sur les urgences de Tchombi. Promotion, insertion des jeunes à travers des formations qualifiantes, accès également à l'eau, à l'emploi, au financement,
mais des PME locales, renforcement des services sociaux de base. On appelle à l'Union sacrée a également été lancé par les acteurs pour, disent-ils, transformer cette dynamique en levier de développement économique durable pour la commune. Diatro Ndaw, coordonnateur de la coalition Diomaye, président de la commune de Tchombi, est interrogé par Sekou Diallo. La coordination de la coalition Diomaye, président commune de Tchombi, en parfaite collaboration avec l'ensemble des populations, tient à adresser ses sincères chaleureux remerciements à son excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Ce choix porté sur Maître Moussa Sarr honore notre localité et convainc le mérite d'un homme droit fort, plus de 26 ans d'expérience. Son profil marqué par son engagement constant en faveur de la réforme du système judiciaire sénégalais répond pleinement à la vision politique éclairée de son excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour une justice plus équitable, accessible et au service de tous. Le renforcement de la promotion des jeunes, cadres, compétents et engagés de la localité, la félicitation de l'accès à l'emploi des jeunes, le développement et l'accès aux formations professionnelles qualifiantes, l'amélioration de l'accès au financement pour les paiements locaux, ainsi le renforcement de l'accès aux services sociaux de base. Ces actions constituent des leviers essentiels pour le développement économique et social durable de notre commune. La coordination Diomaye président commune de Tchombi invite tous les partis, mouvements politiques, sociétés civiles et d'autres entités indépendantes de la localité à soutenir la vision politique éclairée de son excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République sénégalaise pour l'intérêt général des populations. Ils sont nombreux ces citoyens qui utilisent le téléphone portable sur la voie publique pour consulter les messages ou aller surfer, notamment sur les réseaux sociaux. Mais c'est un geste qui n'est pas sans conséquence selon certains citoyens. Voilà l'arraché risque également d'accidents, entre autres. Ils invitent donc les plus jeunes à donc revoir ce type de comportement, bien ranger le téléphone portable sur la voie publique. C'est un sujet de Daoudaba et de Kadirja. L'utilisation du téléphone portable est aujourd'hui ancrée dans les habitudes de nombreux Sénégalais. Dans les rues, il n'est pas rare de voir des piétons marcher tout en consultant leur écran. Cet élève en classe de terminale reconnaît utiliser fréquemment son téléphone sur le chemin de l'école, même si elle est consciente des risques. Je trouve que c'est vraiment pas quelque chose qu'on doit faire. Mais par contre, des fois, tu utilises ton téléphone pas seulement pour manipuler, mais tu regardes l'heure ou tu as des sujets à parler, ou bien tu regardes dans ton groupe. C'est pas forcément parce que tu veux. C'est pas forcément parce que tu veux passer du temps sur ton téléphone que tu utilises ça, mais des fois parce que c'est important. Pour ce chauffeur de profession, de nombreux piétons traversent les routes sans prêter attention à la circulation parce qu'ils sont absorbés par leur téléphone. À chaque fois, manque de circulation. En tant que chauffeur, je constate ce phénomène au quotidien. Il arrive de voir des piétons traverser la route avec le téléphone collé à l'oreille sans faire attention à la circulation. Pourtant, on sait tous que le téléphone peut facilement distraire. Parfois, lorsqu'on klaxonne pour signaler un danger, certaines personnes réagissent de manière irrespectueuse, ce qui rend la situation encore plus dangereuse. Ce chef d'entreprise estime que le phénomène prend de l'ampleur. Il appelle à un renforcement des actions de sensibilisation afin d'encourager une utilisation plus responsable du téléphone portable dans les espaces publics. Il ne sera pas facile de trouver une solution à ce phénomène car les gens sont souvent des dépendants de leur téléphone. Il est difficile de les interdire, mais la priorité reste la sensibilisation. Les médias, les acteurs communautaires et la société civile ont donc un rôle important à jouer. Devenu le compagnon au quotidien de nombreuses personnes, le téléphone portable facilite certes la communication et l'accès à l'information. Cependant, selon certains citoyens, son utilisation excessive sur la voie publique expose les usagers à plusieurs dangers, notamment les accidents de circulation et les vols à l'arraché.
sport dans cette édition. C'est pour bien sûr parler de cette rencontre Sénégal-Norvège. Sénégal-Norvège battu par la France à minuit. Retenez que lors de ce match, le Sénégal qui a l'obligation de faire un bon résultat avant cette rencontre. Plusieurs spécialistes ont donc donné leur analyse par rapport à cette rencontre. Le Sénégal qui aborde ce deuxième match de la Coupe du Monde avec l'obligation, je le disais tantôt, de réagir face à une Norvège en pleine confiance après son succès face à l'Irak. Les Lions de la Teranga jouent bien plus que 3 points. Ils jouent une grande partie de leur avenir dans cette compétition, dans un groupe I particulièrement disputé. Une victoire apparaît comme indispensable pour rester dans la course à la qualification. C'est ce que nous dit Alun Conte. 3-1 lors de son entrée en lice dans le groupe I, le Sénégal n'a plus droit à l'erreur face à la Norvège. Cette deuxième sortie des Lions de la Teranga revêt d'une importance capitale dans la course à la qualification pour les 16e de finale du Mondial 2026. Après la première journée, la Norvège occupe la tête du groupe grâce à sa victoire convaincante contre l'Irak, 4-1, tandis que le Sénégal se retrouve dans l'obligation de réagir pour relancer ses chances de qualification. Une nouvelle défaite compliquerait sérieusement la situation des hommes de Pape Thiaw avant leur dernier match contre l'Irak. Les Lions devront notamment surveiller de près Erling Haaland, véritable arme offensive de la Norvège et auteur d'un doublé lors de la première journée. Face à une équipe norvégienne en pleine confiance, le Sénégal devra faire preuve de solidité défensive tout en s'appuyant sur l'expérience de ses cadres pour arracher un résultat positif. Au-delà des 3 points, ce match représente un tournant dans le parcours sénégalais. Une victoire permettrait aux Lions de revenir dans la course pour les 2 premières places du groupe, tandis qu'on maintiendrait l'espoir avant l'ultime confrontation contre l'Irak. Plus qu'un simple match de groupe, Norvège-Sénégal ressemble déjà à une finale pour les Lions de la Teranga, déterminés à poursuivre leur aventure mondiale en Amérique du Nord. Alun Keba conteste justement l'adversaire du Sénégal. C'est la Norvège. Qui a gagné face à l'Irak lors de sa première sortie. Un adversaire à prendre au sérieux avec un secteur offensif bien fourni. Amené par Erling Haaland, les Norvégiens sont bien partis pour faire une bonne Coupe du Monde. Mais face au Sénégal, les Norvégiens vont tenter de faire les Lions pour assurer une qualification de la deuxième journée. La présentation de l'équipe norvégienne, c'est l'affaire de Djibril Gabezar. Classée parmi les outsiders de la Coupe du Monde 2026, la Norvège reste une équipe sur laquelle il faudra compter. Portée par une génération talentueuse avec une attaque de feu menée par Erling Haaland et Alexander Sørloth, les Norvégiens ont été impressionnants lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. Ils ont battu l'Italie, la Moldavie, l'Israël et la Lettonie. Habituée à infliger des scores fleuves à ses adversaires, la Norvège reste un outsider crédible capable de titiller les grands favoris de la compétition. Avec un début sensationnel en Coupe du Monde où ils ont laminé l'Irak sur le score de 4-1. Les Norvégiens vont en découdre ce mardi à minuit avec les Lions du Sénégal. Battu d'entrée par la France, dos au mur, le Sénégal est dans l'obligation de faire un résultat positif pour se relancer. Face à l'inévitable Haaland qui a déjà inscrit un doublé dans cette compétition, la défense sénégalaise est déjà avertie du danger qui le guette. Première de la poule I avec 3 points à l'issue de la première journée, la Norvège pourra décrocher sa qualification en 16e de finale de cette Coupe du Monde en cas de victoire face au Sénégal. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur les antennes d'ITV. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure dans l'invité de la rédaction. À tout de suite.